Voici déjà notre 65e épisode, les technos. Le retour, c'est maintenant. Et pour traiter l'actualité technologique de cette semaine, on a avec nous de ce côté-ci Marc. Bonjour Marc. Et puis de ce côté-là, c'est la première fois cette année d'ailleurs, je pense, si je ne m'abuse, hein, effectivement. Bonne année. Il est encore temps. C'est très très juste, mais il est encore temps. Et puis Sébastien, bien sûr, que tout le monde a reconnu. Oui, Marc. Bonne année, donc voilà, tout à fait. Il est encore temps. Et donc, comme à chaque fois, on entame avec cet épisode avec le courrier des auditeurs. On a eu toujours, comme toujours, beaucoup de pouces en l'air. Des fois, des pouces en bas aussi sur YouTube. Hein. On ne sait pas qui c'est toujours le même, à mon avis. On nous aime pas, ça peut arriver. Mais vous êtes majoritaires à nous faire des pouces levés, donc ça nous encourage et c'est une fort bonne chose. Raphaël est un grand habitué, un vieil habitué, serais-je même tenté de dire, de ce podcast. Il a suivi avec attention le hors-série que nous vous proposions la semaine dernière concernant cet appareil photo, vidéo, enfin cet appareil de prise de vue, on va dire, à 360 degrés, qu'est le Ricoh Theta S. Raphaël qui pose une question un petit peu incongrue, on va dire, Sébastien, puisqu'il demande s'il est possible de filmer avec cette caméra ou de prendre des photos avec cette caméra à 180 degrés. Et je vous explique pourquoi après. Oui, et donc a priori non. C'est un appareil photo à 360 degrés. Ouais. Et il y a très peu d'options dessus. Hein. Il y a juste 4 boutons pour allumer le Wi-Fi et prendre la photo. Hein. On a quasi aucun réglage sur l'appareil. On peut jouer un peu avec le téléphone, mais c'est tout. Donc non, à 180 degrés, pour moi, non, on peut pas en faire. Il y avait une sous-question, mais qui n'était pas de Raphaël, et je te la pose vite fait comme ça maintenant. Parce qu'on n'a pas été très précis là-dessus manifestement, comment on configure l'appareil? Il y a un port USB, quelque chose pour le Wi-Fi par exemple, pour la configuration? Pour le Wi-Fi, il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste un bouton pour allumer le Wi-Fi et quand tu installes l'application, tu te connectes au Wi-Fi Ricoh. D'accord. C'est comme sur une caméra ou un appareil photo. Il est propre émetteur Wi-Fi. C'est ça. Guillemets. Ok. Et donc la sous-question, enfin la question des 180 degrés de notre ami Raphaël, c'est parce qu'il voudrait en faire une caméra. Enfin, il imaginerait en faire une caméra de surveillance. Pour ça, il y a d'autres solutions. Il y a les caméras de surveillance, par exemple. Bah oui, parce que pour 400 €, ça fait une caméra de surveillance de luxe qui n'est vraiment pas prévue pour ça. Donc il n'y a pas de détection de mouvement, il n'y a rien intégré dedans. Donc... Il faudrait utiliser le port HDMI pour le plugger dans une carte de capture vidéo et avoir un soft qui gérerait. Ça complexifierait quand même méchamment le truc et ça ferait quelque chose de très cher, quoi. Ça me semble overkill, surtout pour l'utiliser à 180 degrés. Donc non, je dirais non. Et en caméra de surveillance, oui, toute caméra peut être utilisée pour de la surveillance. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit prévu pour une utilisation 24 heures sur 24. En plus, oui, ça il fallait aussi le préciser. Ok, je pense que là on a répondu à Raphaël. Si c'est pas le cas, il reviendra vers nous comme il a l'habitude de le faire en commentaire de cette vidéo, parce qu'on existe également en vidéo, vous le savez, sur YouTube. Cubignol, un autre habitué, nous pose également une question. C'est vrai qu'on parle régulièrement ici, on fait l'éloge de la qualité de certains produits chinois, on le fait pas toujours, mais Huawei par exemple, maintenant je sais bien le dire, vous avez vu, ça sort tout seul comme ça d'un coup. On avait parlé des smartphones de cette marque il y a pas tellement longtemps, et notre ami Cubignol était sur le point puisqu'il changeait d'appareil, d'en acheter un, et puis il s'est intéressé à un paramètre. C'est vrai qu'on s'y intéresse pas si souvent que ça, en tout cas on s'y intéresse moins qu'avant, c'est l'indice DAS. Est-ce que l'un de vous peut nous réexpliquer ce que c'est l'indice DAS? C'est peut-être What is DAS? DAS. Alors ce n'est pas un truc allemand, c'est un indice, alors je vais vous sortir la définition officielle, indiquant la quantité d'énergie véhiculée par les ondes radiofréquences reçues par l'usager par un appareil radioélectrique. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que tu te prends comme onde quand tu utilises ce gentil appareil? Voilà. Alors c'est vrai que c'est un indice qu'on commence à voir fleurir un peu partout, et qui a son intérêt, c'est un intérêt certain pour savoir ce à quoi tu t'exposes. En tout cas, c'est transparent. Maintenant, ce que je voudrais dire à cet auditeur, c'est que s'il compare l'indice DAS du téléphone qu'il est certainement en train d'utiliser versus ceux de Huawei ou tout autre maintenant, l'indice est certainement largement inférieur à celui de son téléphone. Ça, c'est quelque chose sur lequel ça a quand même... tu parles des vieux GSM. Des vieux GSM, et même ceux d'il y a quelques années. Il y a une évolution qui est quand même assez importante à ce niveau-là. Ouais. Donc, je m'en ferai pas directement.
Parce que on a tout entendu sur ce sujet, l'histoire, parce qu'à un moment donné, nos GSM, rappelez-vous, ils avaient une antenne. On disait que cette antenne était trop près du cerveau, et puis après, on a rentré l'antenne dans l'appareil. On a dit qu'elle était trop près de l'oreille. Maintenant, j'imagine qu'elle est trop près de la mâchoire. C'est chaque fois ce problème d'antenne. En fait, on en avait reparlé, me semble-t-il. Dites-moi si je dis une bêtise. Quand l'iPhone 5 est sorti avec l'antenne périphérique, l'arceau en fait autour de l'iPhone, qu'on avait dit que c'était pas bon non plus, peut-être pour la main, enfin, c'est toujours des trucs comme ça qui sortent. C'est de l'alarmisme gratuit, on va dire. Ou pas gratuit, je pourrais te le dire dans 30 ans. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à te dire que c'est absolument non nocif. Ce que je peux juste te dire, c'est que cet indice a tendance quand même à diminuer avec le temps. Oui, c'est ça. Donc ça s'améliore. Et que si tu es vraiment stressé de ce côté-là, de toute façon, si tu veux vraiment une bonne sécurité, prends-toi une oreillette et mets ton téléphone à 1 mètre de toi pour téléphoner. Et là, tu vas tellement diminuer ce que tu vas récupérer comme onde dans les dents que tu pourrais presque prendre un vieux téléphone Nokia que ce serait pas si grave. Est-ce que finalement, je vais me tourner vers Marc parce que je sais que lui il a une mémoire incroyable pour toutes ces choses-là. Le fait que maintenant il y ait systématiquement une oreillette avec le smartphone vendu, même une oreillette de merde entre guillemets, je mets des guillemets à merde. Est-ce que c'est pas une obligation légale justement à cause de cet indice DAS, il me semble. En fait, entre autres, si c'est une obligation légale depuis quelques années. Alors à la fois parce que les équipementiers sont censés fournir un bundle d'utilisation minimale et l'oreillette fait vraiment partie maintenant des mœurs et des meubles quand on commence à travailler avec un smartphone. Mais en plus, et là je rebondis sur ce que vient de dire Seb, ils fournissent des oreillettes à fil. Oui. Et l'oreillette à fil, à contrario de l'oreillette Bluetooth, elle n'émet absolument que dalle. Tandis que la Bluetooth, elle va encore émettre un petit rayonnement puisque la liaison se fait sans fil. Donc effectivement, si vous voulez vraiment prendre aucun risque, soit vous prenez une oreillette à fil, soit vous téléphonez pas. Par exemple, c'est une autre solution. Ou si vous trouvez un vieux poste de téléphone au bureau. Voilà. Sinon, la galène et le morse, ça marche pas mal. Oui, les nuages de fumée, les pigeons voyageurs, etc. Tout est ça, par contre, ça salit. Ça peut salir, effectivement. Mais ça se mange. À l'occasion, à défaut de grive. Allez, je pense qu'on a bien fait le tour de la question en ce qui concerne le courrier des auditeurs cette semaine. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions, à nous les poser. On essaiera d'y répondre, bien entendu, dans un prochain épisode ou dans un hors-série, comme on a l'habitude de le dire. On commence notre abécédaire, comme toujours, par la lettre A et comme souvent, très souvent, avec Apple, Marc, pour parler de tvOS, donc l'Apple TV nouvelle génération, qui emmène maintenant, qui embarque, et on l'attendait avec impatience, les podcasts. Il fallait bien que la nouvelle Apple TV, effectivement, se mette à niveau par rapport à l'ancienne Apple TV, qui, elle, embarquait une application podcast. Ce n'était pas encore le cas, et maintenant, avec la dernière mise à jour, la 9.1.1, il y a désormais une application dédiée pour l'écoute des podcasts. Alors, c'est encore un truc un peu embryonnaire, dans le sens où on sent que l'adaptation a été faite un peu à la charrue et à la truelle. Il y a encore des petits manques au niveau de l'interface, c'est pas totalement intuitif, mais bon, toujours est-il que vous allez avoir accès à l'entièreté des podcasts qui sont au catalogue Apple. Vous allez pouvoir retrouver facilement tous ceux sur lesquels vous êtes inscrit via iTunes, via iCloud. Vous allez pouvoir les écouter, les mettre en pause, les cataloguer, les trier. Vous allez pouvoir accéder à un épisode bien déterminé, etc. Par contre, on sent qu'il y a encore du boulot derrière dans la mesure où, par exemple, toute l'intégration qui fait la richesse de la nouvelle Apple TV, qui est la commande vocale avec Siri, elle est totalement absente. D'accord. On a beau raconter n'importe quoi, moi j'ai essayé de demander à mon Apple TV de me trouver les podcasts des technos, il a juste dit, je comprends pas ce que vous me demandez. Voilà, grosso modo, ça s'arrête là. Embêtant, ça. C'est embêtant pour nous. Maintenant, sinon, voilà. Alors, petite remarque par rapport au filtrage par catégorie sur l'App Store de l'Apple TV, qui est totalement anecdotique encore pour l'instant. Le filtrage par catégorie sur le store des podcasts, enfin sur l'application podcast, lui fonctionne plutôt bien. D'accord. Donc, il y a moyen de s'y retrouver. Maintenant, vu la pléthore de podcasts qui existent via iTunes, faut bien vous douter que pour certains trucs assez pointus, vous allez devoir mettre la main au clavier, parce que vu l'interface qui est utilisée, qui est une interface où les tailles prennent quand même pas mal de place sur l'écran, ils ont décidé de limiter les résultats de recherche à 50. Ah oui.
Donc vous devrez quand même aller assez de manière précise si vous voulez des trucs assez originaux. Est-ce qu'il y a toujours la recherche comme dans iTunes, la recherche par catégorie, par pays? Par catégorie, il y a des classements. Alors, par pays, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé par catégorie. C'est automatiquement le pays où tu te trouves, en fait. Voilà, exactement. C'est en fonction des réglages qui ont été établis dans les paramètres de la bébête. Donc c'est un petit peu normal qu'on ne trouve pas les technos, puisqu'on nous trouve essentiellement sur iTunes France. Voilà. Allez chercher pourquoi on ne nous trouve pas sur iTunes Belgique. C'est sans doute parce que c'est géré depuis l'Irlande. Voilà. Après tout, nous sommes en Europe. Voilà. Petit détail encore pour terminer, il y a moyen de gérer les stations de podcasts, comme dans l'ancienne version. Donc ça veut regrouper des podcasts par thématique. Par contre, il n'y a plus moyen, enfin pas pour l'instant, c'est une fonction dont j'ai lu quelque part qu'elle pourra arriver dans la prochaine mise à jour de tvOS, donc la 9.2, la possibilité de mettre les épisodes de podcast en file d'attente, dont se créer des playlists de podcasts. D'accord. Ça n'existe pas encore. Ça, c'est pas mal, effectivement. On parle bien de podcast, donc ça veut dire de l'audio et de la vidéo. Les deux sont... Absolument, les deux sont supportés. Ouais. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas trouver les technos dans cette histoire. On va checker ça, on va regarder comment ça se passe de ce côté-là. Parce que c'est important, parce qu'on peut être vu sur n'importe quelle plateforme. Bon, c'est un petit peu ça notre rôle. On reste chez toi, Marc, pour parler d'iPad, l'iPad Pro qui permettrait qui serait une influence en quelque sorte pour le futur iPad Air 3, qui hériterait donc de quelques fonctionnalités de la version Pro. On va le savoir, ça, puisqu'effectivement, la présentation du prochain modèle, elle est prévue pour la keynote de mars. D'accord. Si keynote y a lieu, je ne pense pas qu'elle a déjà été confirmé ou infirmé. Toujours est-il que les analystes continuent à jouer leur petit jeu préféré, à savoir prévoir ce qui va peut-être se passer. Et donc, les 3 points qu'ils retiennent pour l'instant pour l'iPad Air 3, l'iPad Air 2 a quand même 1 an, ça commence à être vieux en termes de cycle chez Apple maintenant. Alors, premièrement, effectivement, il reprendrait de l'iPad Pro le fait d'avoir 4 haut-parleurs. Donc, autrement dit, les 4 haut-parleurs qui permettent d'équilibrer beaucoup mieux le son, parce qu'effectivement, toutes les personnes qui ont un iPad savent qu'à partir du moment où vous le prenez dans un sens en mode paysage, votre main va bloquer le haut-parleur et donc vous n'allez plus rien entendre. Par contre, à contrario, ce qui est assez amusant, c'est que vous pouvez amplifier artificiellement le son en le tenant d'une certaine manière. Tout à fait. Alors, votre main fait corne acoustique. Bon. Donc là, l'iPad Air 3 reprendrait le système de 4 haut-parleurs qui détecterait automatiquement l'inclinaison, l'orientation et qui émettrait le son vers les baffles convenables. Alors, on parle également d'une batterie de plus haute capacité, ça, ils le font toujours. On parle également d'un écran 4K. Ça, c'est assez étonnant dans la mesure où les écrans iPad sont quand même des références en matière de densité. Maintenant, on sait effectivement que les nouvelles surfaces ont une densité de pixels plus importante. On sait qu'il y a quand même certaines tablettes Android maintenant qui commencent à passer sur du 4K, même si ça reste extrêmement poussif parce que le hardware derrière, pour pouvoir gérer ce genre de résolution, il faut quand même du lourd. Et alors, on parle également étonnamment que la prochaine génération d'iPad n'embarquerait pas encore la technologie Touch 3D, tout simplement parce que Apple n'aurait pas encore maîtrisé cette technologie pour les grands écrans. Pour le reste, évidemment, l'iPad 3 supporterait l'Apple Pencil, à voir. Et le Smart Keyboard, une version spéciale avec connecteur, serait développée spécialement. À voir pour la prochaine keynote. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est de l'ordre de la rumeur, mais de la rumeur. C'est une grosse rumeur qui tâche, oui. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, crédible. Je veux dire, c'est pas, on nous invente pas. Celle du placement des haut-parleurs, je l'ai quand même recoupée avec pas mal de sources. D'accord. Celle de l'écran 4K, je n'ai trouvé qu'une seule source, donc pour moi, ça reste du domaine de l'hypothétique. L'intégration et le support de l'Apple Pencil et du Smart Keyboard, c'est aussi un truc que j'ai vu passer à droite à gauche. Donc, ça reste du domaine du plausible. Ce fameux Pencil qui coûte 109 € ou j'ai rêvé ? Non, il coûte très cher, effectivement. Et le Smart Keyboard, il coûte 149 € et il n'existe pas encore en français, toujours pas. D'accord. Donc, de toute façon, là, on va attendre, parce que le clavier AZERTY va changer, paraît-il. Donc, on va peut-être pas tout de suite se précipiter. Donc, allez voir dans la presse classique ce qui en est dit. Mais ce clavier AZERTY, enfin, en tout cas, il y a des gens qui voudraient, en France, avoir un clavier AZERTY plus français qu'il ne l'est aujourd'hui. Soit, passons. Maintenant qu'ils ont plus Taubira, il faut bien qu'ils trouvent autre chose. Il faut politique, pardon. Non, on a dit qu'on faisait
pas de politique. De mon côté, j'ai moi-même un clavier qui est en train de bloquer sévèrement. Donc, je vais essayer de donner la parole à Sébastien. Ah, ça va être possible. Voilà. Sébastien, pour parler d'une information qui vient de tomber, en fait, au moment où nous enregistrons. Je rappelle que nous enregistrons classiquement. Ah, voilà. Ben voilà, c'est tombé. C'est tombé. Le jeudi soir, et que donc, ce jeudi, une information est apparue concernant les désalimentations de chez Apple qui poserait problème. Qui poserait problème à tel point que... Merde, j'ai refermé le truc. Eh bien, à tel point qu'on pourrait se faire électrocuter. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien, on peut se faire électrocuter. Alors maintenant, ça concerne toutes les alimentations pour les Mac et les appareils iOS distribués entre 2003 et 2015. Donc en gros, tous. Tout. Pour certains pays, Argentine, Australie, Brésil, Corée du Sud et l'Europe. L'Europe, c'est nous. Hein, voilà. En gros, quoi, Europe continentale. Ça, voilà. Pas touche, ça va mourir. Et apparemment, dans toutes ces fiches adaptateurs qu'ils ont vendus, ils ont quand même connu 12 cas d'électrocution possibles à cause de ça. Bon, c'est vrai qu'une électrocution, ça fait mal. Hein. 12 sur combien d'appareils vendus? Oui, mais enfin, voilà, ça fait mal. Quoi. Oui. Donc tout ce qui est fiches, adaptateurs secteur, kit de voyage et compagnie, c'est un rappel volontaire, si vous voulez. Il y a sur le site d'Apple, cherchez AC Wall Plug Adapter et vous pouvez renvoyer votre adaptateur pour le faire. On va pas le reprocher d'être prévenant, hein, soyons clairs, mais bon, c'est quand même bizarre comme annonce, surtout sur une si large fenêtre. Oui, 10 ans d'adaptateur. 10 ans d'adaptateur, et voilà, c'est quand même particulier. On referme la page et la lettre A, la page Apple par la même occasion, sauf si Marc avait un truc à rajouter, j'ai vu un doigt se lever. Non, j'avais les doigts qui craquent, c'est tout. Ah, c'est ça. Je réagis au quart de tour. Hein. Oh, il a cligné de l'œil. B comme browser. Je ne rêve pas, on parle de Firefox avec une nouvelle arrivée et de nouvelles fonctionnalités. Oui, et alors pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent assidûment, vous savez qu'il y a quelques podcasts, je vous avais annoncé que sur Chrome, il y avait l'arrivée des notifications push. Oui. Donc pour ceux qui ne nous ont pas suivis, voilà, c'est mal. Mais je vais rappeler ce que c'était les notifications push, c'est-à-dire que vous allez sur le site de Facebook, par exemple. Vous trouvez ça sympathique, Facebook, vous connectez, vous créez un compte, vous papotez, et puis vous quittez Facebook, vous allez sur Google, et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui vous envoie un message sur Facebook, et tu le sais pas. Sauf que justement, maintenant, grâce à ça, même quand tu as fermé le site, tu continues à recevoir des notifications du site pendant un certain temps. Ça, c'est ces fameuses notifications push. Et Facebook a justement sauté directement dans le wagon avec Chrome. Et il est probable que sur Firefox, ça débarque aussi, donc très rapidement. Ils le font pas d'office. Hein. Ils te posent la question de savoir si tu veux les activer ou pas la première fois. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est une possibilité, quoi, de garder le contact avec le site, comme au final, si c'était une application mobile. Exactement. Donc c'est un peu des possibilités pour remplacer les applications de ton téléphone mobile sur du desktop. Donc moi je trouve ça assez sympathique et ça arrive sur Firefox. Donc si je le dis pour Chrome, je trouve ça sympa de le dire aussi pour Firefox. Ouais. Je ne le ferai pas pour Edge et je ne le ferai pas pour Opera non plus. Donc ce sera la dernière fois que j'en parle. Ouais. En dehors de ça, c'est plus ou moins tout dans les nouveautés. Alors, tu viens de parler d'Opera. Je vais pas vous poser la question parce que je sais pas si vous utilisez l'un ou l'autre Opera. Opera a bugué, pareil, cette semaine sur l'ensemble des plateformes Apple. Et donc, voilà. Je tenais juste à dire que oui, on est au courant, mais que non, on n'en parle pas. Je ne suis même pas au courant. Voilà, les news d'Opéra, il y avait des soucis apparemment, mais je n'irai pas plus loin parce que même moi, je n'ai pas creusé la question et ça semble être résolu comme problème. Autre lettre B, Marc, on continue à parler de Mozilla, qui va lancer Brave. C'est un browser anti-pub. C'est un browser, alors, c'est un browser anti-pub, oui et non, parce que c'est plus subtil que ça. Le truc en question est mis en place, en fait, par Brendan Eich, je ne sais pas si je prononce convenablement son nom, ancien de Mozilla, ancien de la Fondation Mozilla, ancien cofondateur de la Fondation Mozilla, lead développeur, etc. Le monsieur est parti, donc, pour créer son propre truc, et il a mis en place un truc qui s'appelle Brave, qui a
à l'origine, est basé sur le projet Chromium. Donc, on peut passer à l'ennemi plutôt que d'aller, mais bon, le truc était déjà là. Ça promet un surf plus rapide, c'est plus sécurisé, blablabla, ça fait le café, ça te masse le dos quand t'as mal au dos. Mais le truc important, c'est que ça bloque les pubs. Mais ça bloque pas les pubs comme tu pourrais l'entendre, ça bloque pas les pubs comme un adblock par exemple, ça fait pas du blocage de pub bourrin. D'accord. Ça fait du blocage de pub responsable. Alors je m'explique. Le blocage de pub responsable, ça veut dire qu'au lieu d'aller faire un gros blocage massif, Brave va remplacer les publicités qui pourrissent tes pages par ses propres pubs. D'accord. Donc il a un inventaire de pubs, et il va les positionner dans les espaces appropriés. Lui-même a décidé quelles sont les pubs convenables. D'accord. Donc, il y a des éditeurs de contenu, de pubs, etc., qui peuvent s'inscrire à son programme, et les internautes qui souhaitent soutenir les sites qu'ils aiment peuvent également s'inscrire à ce programme. Et alors, il y a une connexion qui est faite, et donc, les internautes qui veulent soutenir le programme et leur site qu'ils aiment bien verront alors les pubs que Brave met en place. Donc, c'est du spam éthique. D'accord. On va dire ça comme ça. Donc, pour Brendan Eich, en fait, il part du principe que le web a besoin de pubs pour vivre. On lui laissera apprécier cette assertion ou pas. Il juge les bloqueurs de pubs actuels trop agressifs, donc il a décidé de faire la balance. Par contre, ce qu'il y a, c'est que ça fonctionne avec un modèle de revenu quand même, parce que rien n'est gratuit en ce bas monde. Donc, sur les coûts qui sont engendrés par les retombées publicitaires, qui seront gérés par lui, évidemment, 55% retournent aux éditeurs, 5% sont prélevés à la source pour faire vivre l'équipe qui va tourner derrière, et 15% vont aux partenaires qui fournissent la pub, donc aux annonceurs, et 15% vont être rétrocédés aux internautes. D'accord. Alors ça, je sais pas trop comment c'est ça, oui. Mais donc, en fait, ils vont bénéficier via ce mécanisme, parce qu'il ne sera pas question de leur donner des pépettes ou des bitcoins ou je sais pas quoi. En fait, les internautes disposeront d'une cagnotte virtuelle, une sorte de proton, voilà, la pub, qui leur permettra d'effectuer des micro-paiements pour désactiver les publicités qu'ils n'aiment pas voir. D'accord. Ça devient compliqué, ça devient foireux, et franchement, on commence à se demander où ça va aller. Donc, je suis assez... Alors, pour l'instant, le truc est en total bêta, fermé. Il y a une distribution sur GitHub, on peut récupérer les sources, on peut le compiler s'il a envie. Le truc est prévu pour sortir sur Windows, sur OS X, sur iOS, sur Android. Pour l'instant, c'est en ligne d'attente, et il faut savoir que pour l'instant, le truc est tellement en alpha qu'il n'y a même pas de gestionnaire de navigation, il n'y a même pas de gestionnaire d'historique, il n'y a même pas de téléchargement, il n'y a même pas de paramètres. Mais ce que j'aime bien avec cette histoire, enfin j'aime bien, c'est pas le mot, mais c'est que je constate qu'on est à cheval sur deux concepts. L'un qui était signé Kim.com, me semble-t-il, où il remplaçait la pub, il proposait de remplacer la pub sur les pages par les siennes, pour que lui gagne sa vie. Et l'autre versant qui est celui de YouTube, qui est de proposer aux gens de payer pour ne pas voir de pub. Tu vois, j'ai un peu l'impression qu'on est à cheval sur ces deux philosophies, où je me trompe. On est grosso modo à cheval sur les deux. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas si la sauce va prendre, dans la mesure où, derrière ça, est-ce que le bonhomme ne va pas trouver plus rentable à court terme ou à moyen terme de commencer à balancer les préférences de ses utilisateurs pour savoir la manière de mieux targeter pour pouvoir les revendre aux annonceurs, etc. Donc voilà, soit c'est vraiment un projet désintéressé dans la lignée de ce que fait Mozilla, soit c'est quelque chose qui est plus pernicieux, mais ça, il n'y a que le long terme qui le dira. Ça se dit remplacer des pubs par d'autres pubs, quelle que soit l'origine de la pub initiale, je trouve ça quand même un peu déplacé. Enfin, c'est culotté, quoi. Je veux dire, ça se fait pas. Ça se fait pas. Maintenant, bon, le monsieur, on peut lui laisser le bénéfice du tout, parce que pour rappel, à part avoir quand même cofondé Mozilla et la fondation Mozilla, le monsieur a quand même inventé JavaScript. Donc, c'est pas le dernier des crétins. Non. Je vais voir ce qu'il va dire. C'est loin de moi l'idée de dire cela, mais malgré tout, ça me pose... Enfin, voilà, c'est tout un... T'es pas le seul. Je suis dubitatif sur le truc. Voilà, attendons de voir. Mais comme c'est le tout début, voilà. Ah oui, on est en pré-alpha, là. Oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir peur du risque. C'est embryonnaire, quoi. Pour aller compiler le truc, quoi. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Seb de ce genre de truc. Parce que non. Écoute, moi je suis très fidèle à mon navigateur en bloquant les pubs. Pour le reste,
Oui, c'est ça. Non, oui, c'est bien qu'il y ait quelques nouveautés de ce côté-là, qu'il y ait quelques trucs, mais honnêtement, je pense pas que ça va révolutionner le monde. C'est un truc. Un truc. Oui, c'est idéologique, quoi, mais en dehors de ça, c'est pas commercial et comme, enfin, tu vois, Chrome a été supporté par Google pour pouvoir arriver où il en est aujourd'hui. Quand tu regardais les chiffres cette semaine, bah, il est en navigateur majoritaire dans la plupart des pays, sauf dans quelques pays européens où Firefox a encore, comme en Allemagne, la première place. Je vois pas Brave arriver à quoi que ce soit. Déjà Opera, alors qu'ils ramaient, et franchement, ils étaient bons, bah, ils ont jamais réussi à écraser qui que ce soit. Donc, bon, voilà, ok, c'était drôle. C'est comme Edge, hein. Edge, c'est drôle aussi, hein. Surtout depuis qu'on sait qu'ils stockent les données de navigation confidentielle, c'est encore plus cool. Ah, c'est encore mieux ça, effectivement. Ouais. Ça, on aura certainement l'occasion d'y revenir à l'occasion, hein, quand on sera peut-être plus en forme, plus envie d'être fâché. ça peut arriver. Ça peut venir vite. Hein, regardez pour la semaine prochaine. Oui, on est fâché. Et puis on n'est qu'à la lettre B. On n'est pas encore à la lettre M, donc ça va. B comme browser, mais B aussi comme bidule, Marc, puisque tu vas nous parler d'un bidule. C'est quoi? C'est un serveur de poche, en fait, ton truc. C'est un bidule. C'est un truc assez hybride, mais j'aime bien. Je sais pas trop pourquoi, ça m'a tapé dans l'œil. C'est tout petit. Ça a grosso modo la taille d'un iPhone. Donc c'est vraiment tout petit. Ça s'appelle Ocean. Et c'est un serveur de poche qui se double d'une batterie de 4200 mAh. Donc le serveur peut aussi, si vous voulez, recharger votre GSM. À la base, c'est quoi? Donc c'est un petit serveur qui fait tourner une distribution de Linux. Il n'y a pas de port HDMI, il y a juste un port USB et un port micro USB et un port pour carte micro SD, c'est tout. Vous y accédez en SSH. Le truc est Wi-Fi évidemment, donc il a sa propre interface. Il a une interface web, il est capable de faire tourner toute une série de paquets, il est capable, d'après l'éditeur, de faire tourner des box virtuelles, donc vous pouvez avoir plusieurs machines qui tournent dessus. Il est équipé d'emblée avec toute une série de frameworks comme Node.js ou Ruby on Rails. Il peut se transformer en balise iBeacon ou BLE, puisque justement, il embarque la technologie Bluetooth Low Energy. Il fait tourner, donc je l'ai dit, une distribution particulière de Debian avec un des derniers kernels Linux, et ça coûte $149 en version de base. Et vous avez un petit serveur que vous pouvez trimballer n'importe où. Ça peut être sympa quand vous avez envie de faire du développement. Par exemple. Donc, on va me dire, pourquoi ne pas prendre un Raspberry? Ah bah oui, pourquoi ne pas prendre un Raspberry? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le Raspberry est peut-être plus brut de décoffrage, parce que le Raspberry n'arrive peut-être pas à l'origine avec un environnement complètement prêt. Là, franchement, tu allumes le bazar, tu as tout ton environnement de dev, tu as ton serveur web, tu as ton environnement de développement, tu as tes containers, tu peux... Alors, je ne sais pas s'il est compatible Docker, à mon avis, ça ne doit pas être trop difficile de le mettre, de lui faire accepter des choses, tu peux faire tes machines virtuelles. Voilà, c'est mignon comme tout, c'est contrôlable à distance avec une application Android ou iOS, c'est contrôlable via une interface web. Voilà, je trouvais le truc assez sympa. C'est pas mal aussi, tu disais, pour faire du développement, mais aussi pour faire de la démo. Hein. J'imagine bien les agences aller en clientèle avec leur petit serveur, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Quand une agence se présente dans une entreprise, est-ce que vous avez du Wi-Fi? Donnez-moi un code Wi-Fi, etc., etc. Mon serveur est sur ma machine. Enfin bref, c'est toujours la croix et la bannière. Alors que là, c'est très simple à mettre en œuvre, j'imagine, hein, parce que d'après ce que tu nous expliques. Tu l'allumes, ça marche. Et voilà, c'est ça. Mais posons la question aux développeurs. Écoute, moi je suis dubitatif parce que tu l'allumes, ça marche, oui, mais enfin tu dois encore après te connecter, donc inévitablement tu as une machine qui doit se connecter à ce bidule en Wi-Fi, en que machin, donc oui, c'est bien parce que tu sais pas faire tourner aujourd'hui une virtual machine aussi facilement que ça, voire pas du tout, même sur un Android, parce que des boîtes, des trucs comme VirtualBox, c'est sur du x86, et bon, un téléphone Android c'est de l'ARM, donc c'est cuit. Ici ils sont partis sur de l'ARM, donc là c'est pareil, t'as beaucoup de trucs sous Linux en ARM, mais tu sais pas utiliser toutes les technos que tu veux en ARM. PHP, ça devrait fonctionner, mais tu vas pas savoir compiler tout ce que tu as envie aussi facilement. Donc, ouais, je sais pas, je suis assez dubitatif sur l'intérêt. Un Raspberry Pi coûtera nettement moins cher, et c'est pas si moche que ça, tu as des boîtiers avec, donc
Oui, c'est. Faut qu'on l'alimente, hein, ton Raspberry, il n'y a pas de batterie dedans. Ici, il y a une batterie. Mais ça, oui, mais c'est. Enfin, franchement, ça consomme tellement peu que c'est pas un gros problème, quoi. Et ton Raspberry, l'alimenté, tu vas mettre ça sur un port USB et c'est parti, quoi. Ouais. Donc, oui, ça a certainement une utilisation, mais je ne. Pour l'instant, non. Ouais, non, moi je n'achète pas. Il n'achète pas. L'un achète, l'autre pas. Mais oui. je vois pourquoi il achète. C'est joli packaging, et les mecs ils te disent que ça a une utilité. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus facile, quoi. D'accord, ok, c'est un argument. Je n'achète pas particulièrement, mais je trouvais l'initiative sympathique, c'est tout. Oui, si ça se trouve, c'est un Raspberry qu'il y a dedans, vu le format. Peut-être. C'est possible, c'est de l'ARM, c'est le machin. Tu annonces un truc totalement propriétaire, mais c'est très semblable à ce que fait un Raspberry avec un petit packaging très sexy autour. Voilà. Ok, c'est ça que t'aimes bien, toi, c'est le petit truc bleu. La petite fleur bleue. Il aime bien les petites fleurs bleues. Je le connais. Non, je suis sûr que c'est ça qu'il a. Et la forme, tu vois, la forme est jolie. Non, figure-toi, non, c'est pas ça qui m'a. Non, moi, ce qui m'a allumé, en fait, c'est la compacité du truc. Parce que tu prends un Raspberry, c'est vrai, tu dois commencer à venir greffer du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Tu dois commencer à venir mettre des trucs en plus. Là, c'est tout petit, c'est microscopique, tu le mets en poche et encore une fois, t'appuies. Tu dois pas commencer à monter ton Raspberry, à mettre ta distri Linux. Non, tu le sors de sa boîte, t'appuies, ça marche. Oui. Je suis arrivé à un âge, franchement, fous-toi de ma gueule si tu veux, mais les trucs tu sors de la boîte, j'appuie sur un bouton, ça marche, j'apprécie énormément. T'imagines, tu fais du covoiturage avec des collègues développeurs, par exemple. Tu installes ce genre d'appareil dans ton véhicule pour leur permettre de travailler pendant que toi tu conduis. C'est un gain de temps, un gain d'argent, et tu l'amortis vite, ton Ocean. C'est son nom, effectivement. On a mis le lien dans l'article sur lestechno.be. On reste à la lettre B, décidément. La lettre B a beaucoup de succès cette semaine. B comme business, pour ce coup. On va parler de Samsung, Seb, qui prévient que ça va faire très très mal. Samsung attaque fort. Non, Samsung dit... On va perdre beaucoup de sous. Ah, zut alors. Ça va faire très très mal. Ça va skier, mais peu. Et donc, Samsung vient de faire une annonce officielle en disant, dites 2015, c'était pas mal, hein, on a fait un peu de sous. 2016, écoutez, là, ça va juste pas être possible de faire la même chose de toute façon, donc ça va s'éclater au niveau des chiffres. Parce que plein de raisons, marché, saturation, machin, tout ça, stouquette, et surtout aussi à cause de la Chine qui est en train de réduire son envergure et se prendre une mini-crise dans la gueule. Hein. Donc ils disent marché chinois, mal, tout ça, pas de sous, pas achat, beaucoup moins de sous pour nous, drame, moins de sous l'année prochaine. Oui. Et donc, il dit, en même temps, tu as Apple qui a plus ou moins fait le même genre de déclaration, hein, parce qu'ils s'attendent pour la première fois en 13 ans à avoir une baisse trimestrielle de leurs chiffres. Donc, voilà, ils sont tous en train de s'attendre à ce que 2016 ne soit pas génial pour le business du gadget électronique, donc ce qui est smartphone et compagnie. Oui. Donc ça s'annonce pas bien. Mais c'est vrai que ça perturbe tout le monde, cette histoire de Chine qui tout d'un coup, c'est la courroie de développement, on va dire, chinoise, comme on l'avait prédit à un moment donné avec ces appareils où on allait leur vendre des smartphones, en veux-tu, en voilà, alors qu'ils en fabriquent des très bien, on l'a déjà dit, hein, mais bon, ça n'empêche que Apple était sur le coup, Samsung aussi, et que manifestement, c'est finalement un marché moins florissant qu'on ne l'imaginait. Donc ça pose évidemment pas mal de soucis de ce côté-là, oui. Suite à l'annonce, Samsung s'est quand même pris 2% dans les dents. Bah oui, ça m'étonne à moitié. Voilà. On reste chez toi, c'est pour parler de Waze. Alors, tout le monde connaît cette application d'origine israélienne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Waze, qui est une application cartographique GPS en même temps, qui pourrait être partenaire des taxis, des Uber-like. Voilà, alors ils viennent d'annoncer qu'ils ont un SDK, de transport SDK. Donc le SDK, vous permet d'utiliser des fonctionnalités d'une autre application dans une autre. C'est très schématisé, hein, désolé pour les IT. Un kit de développement, quoi. Kit de développement.
Et donc, ce qui te permet d'aller utiliser les fonctionnalités de Waze dans votre application. Quel est le but? Le but étant inévitablement de toujours rendre plus populaire Waze, mais en même temps de pouvoir laisser des applications comme Lyft, qui est le premier partenaire officiel lancé sur ce SDK, eh bien, des boîtes comme Lyft, de pouvoir justement profiter de la cartographie du service pour les itinéraires au sein de son application. Donc, si vous voulez vous avez une route à faire avec un driver, voilà, du covoiturage, que sais-je, parce que c'est tous des trucs Uber-like, hein. Lyft va utiliser Waze pour calculer les itinéraires, et Lyft va pouvoir utiliser Waze aussi pour déterminer si il n'y a pas moyen d'aller en choper un deuxième sur la route en faisant pas trop de détours et gagner un peu plus d'argent. Donc Waze met à disposition tous ces services pour que ces applications fonctionnent sans des développements mirobolants comme le fait Uber, parce que Uber a décidé de tout faire ça maison et ça fait quand même beaucoup de développement. Alors je sais pas comment ce sera apprécié sur le marché, parce que quand même Waze est excellent, hein, au niveau de tout ce qui est calcul des itinéraires, mais juste après l'annonce de ce SDK, on a déjà des applications et des boîtes comme Genesis, Pulse, JustPark, Corner Shop, Cabify, 99 Taxi et Lyft qui disent ok c'est bon, on embarque. Donc voilà, je passe sur tous les détails du SDK, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses qu'ils proposent, mais on devrait voir pas mal d'applications qui vont se lier à Waze dans les prochains mois. Donc c'est un nouveau départ, enfin une nouvelle ouverture pour Waze, parce que jusque-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de liens avec d'autres applications. Ceci étant dit, je sors un petit peu du cadre de la lettre B, quoique ça reste du business. Moi, j'ai noté à gauche, à droite, en lisant 2-3 articles, qu'on est de plus en plus dans cette philosophie d'applications qui parlent à d'autres, d'une espèce de web des applications, des apps sur smartphone. Je voyais encore un exemple hier ou aujourd'hui de Periscope, le système de vidéo via Twitter, etc., qui fonctionne avec l'appli de GoPro. Et donc, il est possible de filmer avec une GoPro, de streamer de la GoPro au smartphone et du smartphone vers Periscope, parce que les deux applications, entre guillemets, se parlent. Et des exemples comme ça, il y en a de plus en plus d'intégration d'applications dans d'autres via des kits de développement, des SDK, comme tu le disais. Je ne sais pas si vous, de votre côté, Marc ou Sébastien, vous aviez déjà vu cette tendance pointer du nez. Et c'est un truc qui est un peu au cœur d'Android. Avec les intents, avec plein d'autres trucs. C'est vraiment... c'est pas du tout la philosophie sur iOS. Sur Android, c'est vraiment... Pour moi, c'était une des philosophies qui était inscrite depuis les tout premiers Android. Donc oui, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que... Non, mais ça commence à prendre de l'ampleur, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, oui, l'écosystème commence à se dire que c'est pas si mal ce genre de truc. Ouais. Et honnêtement, moi je comprends, j'ai pas envie d'avoir 200 applications, je trouve ça sert à rien d'avoir 200 équipes différentes qui vont calculer des itinéraires. T'en veux une seule qui soit efficace et que les données soient partagées avec tout le monde et que les autres ils travaillent sur d'autres produits. C'est pas bien pour le monopole, mais t'as pas besoin de 200 équipes là-dessus. Et puis ça permet à des plus petites boîtes d'accéder à des services qui seront peut-être aussi bons que Uber, sans les moyens d'Uber. Bien sûr. On va tuer la lettre B pour aujourd'hui avec Seb, Twitter, qui, voilà. On le sait, on l'a dit depuis quelques semaines maintenant, enfin depuis début janvier, même déjà la fin de l'année dernière, on en parlait, qu'il fallait que Twitter se ressaisisse et trouve le moyen de gagner de l'argent, tout simplement. L'un de ces moyens, c'est peut-être de faire tomber des têtes. T'es salaud. Oui, je sais. C'est ce qu'on a lu dans toute la presse. Oui. J'ai vu pas mal d'articles qui ont cassé du Twitter en disant voilà, vous avez vu, la plupart de tous les big pontes chez Twitter se cassent. Quand on prend... alors, je sais plus, il y en a 4 ou 5 cette semaine, je vais pas tous vous les citer, mais en gros, ils ont perdu tous les gars qui sont là depuis 4-5 ans dans le top management. Dont Kevin Whale, Katie Stanton, vice-président des ressources humaines, machin, responsable du Global Media, etc. Donc Jack Dorsey a quand même dû faire une petite annonce pour dire oui, mais non, ils s'en vont pas parce que je leur ai coupé la tête, mais ils s'en vont parce que ça fait 5 ans qu'ils sont là, ils sont fatigués, ils ont beaucoup travaillé, et puis voilà, c'est comme ça, et tout le monde, et on se serre la pince, on est tous copains comme cochons.
Et donc, oui, toute la presse a lu ça comme étant Twitter va mal, au secours. Moi, je trouve pas que c'est une si mauvaise chose. Je trouve ça plutôt même assez normal. Jack Dorsey donc, est revenu à la tête de Twitter il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sur un management qui est probablement un petit peu plus directif que ce que n'était son prédécesseur. Et moi, je trouve que Twitter bouge pour le moment avec vraiment pas mal de nouveautés comparé aux dernières années. Et donc, ça plaît peut-être pas forcément à tout le monde, ou les autres sont un petit peu fatigués et il faut d'autres têtes. Donc, le fait de faire partir des gens qui sont là depuis 5 ans, c'est peut-être aussi la possibilité d'avoir des gens avec un souffle nouveau au sein de Twitter. Donc, moi, je trouve ça pas forcément négatif et j'attends de voir qui va prendre la place de Twitter. Maintenant, on peut pas dire que publiquement ce soit accueilli avec le sourire, et l'action de Twitter a quand même pris cher. Oui, c'est ça. C'est que ces dernières années. Quoi. Chaque fois qu'il y a des modifications comme ça dans le staff, forcément, ça induit ça prend cher. Et donc, il ne faut pas le faire trop souvent, ou alors il faut le faire à bon escient en ayant des cartouches neuves à proposer à un moment ou un autre. C'est un petit peu le cas de ce que propose Facebook en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, puisque avant de passer à la lettre G, puisqu'on en a fini avec la lettre B, on pourrait passer par la lettre F comme Facebook, qui va prochainement proposer, en tout cas, apparemment, ce sera en cours de déploiement, au-delà du like, la possibilité de parler d'émoticônes, de donner une opinion rapidement, mais plus variée que le simple like, j'aime, s'il n'y a pas un bouton j'aime pas, mais voilà, où on peut dire je suis fâché, je suis de bonne humeur, je suis ceci, cela, par rapport à un post visible sur Facebook. Je ne sais pas si vous aviez vu cette application, cette chose qui est en train de se développer, Marc. Oui, j'avais vu, effectivement. Ils se sont targués d'avoir réussi à condenser l'intégralité des émotions humaines en 6 icônes. Oui, c'est quand même pas beaucoup, non, effectivement. Tout dans la nuance. Je suis excité. Mais t'imagines pour draguer avec 6 émoticônes. Alors qu'avec le pouce, c'est... Bon, d'accord. Avec le pouce, ça marchait très très bien. Et puis, ça laissait une forme d'ambiguïté. Après, on pouvait dire, mais non, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre. Tu voulais rajouter quelque chose à ça. Ah non, mais j'espère qu'ils ont prévu une icône je suis tout excité ou un truc comme ça, sinon il y a un problème. Je sais plus exactement ce qu'il y avait comme icône, mais c'était très schématique, du genre je suis malade, je suis fatigué, je suis fâché, je suis heureux, voilà, je suis tout foufou. Beaucoup de trucs négatifs là, Marc. Ouais, enfin il y en a 3 négatifs, 3 positifs, si je ne dis pas de bêtises. Quoi qu'il, on le verra se déployer chez nous dans pas longtemps, paraît-il. À voir et à tester. Génial. Ça va être super. On passe à la lettre G comme promis. G comme Google, vous vous en doutez, Marc, 1 milliard pour rester le moteur par défaut d'iOS. C'est ce que Google a proposé, c'est ça ? Non, c'est pire que ça, c'est ce qu'il a payé. Ah, d'accord, ok. Ce sont des fuites corollaires, enfin pas corollaires, ce sont des conséquences du procès qui oppose pour l'instant Oracle et Google autour de Java. Oracle a demandé à la Cour de poser une injonction envers Google pour produire certains documents. Et dans ces documents, on s'est rendu compte qu'en fait, que Google a versé un peu plus d'1 milliard de dollars, 920 millions d'euros, pour être précis, à Apple en 2014, pour assurer sa position de premier moteur de recherche dans iOS. Alors, ce n'est pas un montant fixe qui a été versé, c'est plutôt un pourcentage des revenus tirés par Google de sa présence sur iOS. Donc, par exemple, en 2014, Apple aurait touché 34% des bénéfices réalisés par Google sur iPad, iPhone et iPod. Donc, ce pourcentage équivaut à peu près à 1 milliard de dollars. Ça donne une idée quand même du marché juteux que représente la plateforme d'Apple pour la société. Et donc, en fait, pour Google, il s'agissait tout simplement d'éviter que Bing ne puisse prendre le pas. Et on sait que Bing essaie justement de prendre le pas, par exemple sur Android en proposant Cortana, etc., etc. Alors évidemment, pour Google, c'est assez embarrassant, dans la mesure où ça dévoile des accords qui n'étaient pas publics du tout. Ça pourrait peut-être l'obliger même à revoir certains termes d'accord avec d'autres partenaires. Et donc, voilà, c'est pas la première fois que ce genre de chiffres font surface, mais ça fait jamais plaisir. Oui, c'est ça, mais ça place la barre très haut. Ça place la barre très haut. Ouais. Accessoirement, ça a permis, ce procès et les injonctions, de mettre en évidence le volume monétaire dégagé par Android depuis que Google l'a pris sous son aile. C'est quand même 31 milliards de brousouf. Oui, quand même.
Voilà. Effectivement. Sébastien, on retourne vers toi. Alors ça, c'est le genre de truc, je sais que t'aimes bien, parce que tu ne joues pas souvent aux jeux de société, et tu te dis, si la machine peut battre un humain à un jeu de société, c'est tout bon, j'ai choisi le bon métier. C'est un peu ça l'idée, non? C'est quoi? C'est la machine qui bat l'humain systématiquement au jeu de Go. J'ai vu cette information il n'y a pas tellement longtemps. C'est question de l'intelligence artificielle, en fait. Et ça fait 15 ans que je me dis que j'ai choisi le bon métier et j'en suis toujours content. C'est le seul qui me permet d'écrire un truc pour faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Exactement. Mais ceci étant dit, joueur de Go n'est pas un métier non plus. Donc. Non. Écoute, ça reste quand même, paraît-il, le jeu le plus complexe inventé par l'humanité, devant les échecs. Devant les échecs. Donc ça va être interdit par certaines populations du monde. Il y a des chances. Aussi. Et donc, Go, oui, alors je vais pas ressortir sur tout le truc qu'on a vu dans la presse, je pense qu'on en a entendu tous parler, que effectivement il y a une machine qui a réussi à battre à plat de couture un joueur de Go assez important. Il se fait juste que cette machine a pour le moment gagné sur un joueur qui n'était pas encore non plus le top au monde. Il y a encore maintenant le prochain, c'est au mois de mars avec Lee Sedol, le sud-coréen qui est pour le moment le champion du monde de trucs. Donc s'il gagne contre ça, effectivement, Google dira c'est génial. Ouais. Alors ce qui m'intéresse moi évidemment derrière, c'est comment ça se passe, parce qu'on compare assez bêtement dans la presse et assez basiquement ce qui a été fait à l'époque avec sur des techniques comme le Deep pour battre Kasparov par IBM. Deep Blue, ouais. Deep Blue et des trucs comme ça. Alors à l'époque, on avait plutôt tendance enfin, c'est parce que Deep Blue, ça date de 1997. Hein, quand même, encore un gamin, quoi. Et là, c'était des machines qui essayaient juste toutes les possibilités pour s'assurer que ils avaient 6 ou 7 coups d'avance. Et ils allaient toujours gagner. Ce qui ici n'est pas possible parce que voilà, le jeu fait que c'est pas possible ce genre de technique, et donc ils doivent réfléchir comme des humains. Et là, ça me fait un peu rigoler par contre tout ce que je vois dans la presse, parce que on me dit oui, vous avez vu, Google fait une machine qui réfléchit comme l'humain, et donc demain on va pouvoir lui donner un livre de médecine et il va pouvoir poser un diagnostic. Là malheureusement ça montre un petit peu toute la stupidité, la candeur, on va dire. La candeur, oui, on va dire ça. La candeur de certains journalistes par rapport au métier. Non, on peut pas donner un livre à un algorithme. Est-ce que l'algorithme va digérer ton livre? On donne un algorithme, on le nourrit d'expériences, et à partir de ces expériences, il peut après les répéter. Le machine learning, en gros, c'est tu as un certain nombre de paramètres que tu donnes à chaque itération, et de là, tu lui donnes une réussite. En gros, tu lui donnes 0, 1, 2 ou un truc comme ça, et il dit voilà, ça c'était correct. Et au fur et à mesure de tes itérations, le programme va commencer à apprendre sur ce qu'il peut faire pour arriver à gagner là-dessus. Ouais. Donc il y a des algorithmes en JS pour pouvoir tester ça. C'était DeepNet.js, je ne me souviens plus comme ça du nom, mais il cherchait sur machine learning en JavaScript. Il y a des trucs sur le net en libre qui vous permettront de voir que là c'était un jeu sur Atari qui était en démonstration, où le but était d'aller chercher des bonus sans se faire choper par les méchants. Et ces algorithmes ne sont pas parfaits, hein. C'est-à-dire que il ne va pas arriver à tous les coups à passer entre les méchants et arriver à manger tous les bonus. Il va parfois s'éclater, mais au fur et à mesure, il va s'améliorer. Mais on utilise ces techniques pour arriver à résoudre des problèmes qu'on ne saurait de toute façon pas décrire d'un point de vue algorithmique. Est-ce que, mais là je vais parler 30 secondes des jeux d'échecs, parce que c'est aussi un des grands challenges technologiques, c'est de battre l'humain sur les jeux d'échecs. Est-ce que, comme pour les jeux d'échecs, je ne sais pas si tu pourras me répondre ou pas, est-ce qu'il est possible aussi de nourrir la machine d'expériences passées? Je pense à des victoires et des parties illustres, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui notent les parties Kasparov et autres, etc. Et ça devient des références en termes de coups à jouer. Et on sait que quand on ouvre d'une telle manière, qu'on va aboutir très rapidement à une formule qui se rapproche de quelque chose de connu.
Tu pourrais le faire, hein. Tu pourrais le faire aussi ici. Ces algorithmes, je ne sais pas s'ils seront aussi efficaces que ce qu'on faisait à l'époque avec du backtracking, mais à mon avis, oui, ça devrait pouvoir se faire. Mais il y a pas, tu vas pas sortir un Excel avec tout ce qui s'est passé, le mettre avec un joli programme et espérer que ça tourne aussi facilement. Ouais. Il y a quand même du boulot derrière, quoi. Et pour Go, ils ont quand même nourri leur algorithme avec plus de 30 millions de positions, de jeux, de machins. Donc le truc a quand même bouffé beaucoup de données avant d'arriver où il en est. Alors c'est quand même une réussite. Hein, donc moi je veux quand même souligner que voilà, ils ont certainement une très bonne machine pour du machine learning, un très bon truc. Il y a quand même énormément de boîtes qui bossent dessus. On voyait encore cette semaine Mark Zuckerberg qui postait fièrement sur Facebook que tous les ingénieurs qu'il avait engagés pour tout ce qui était intelligence artificielle, plutôt que de les avoir mis dans une cave, il les a mis dans le bureau qui était juste à côté du sien, comme ça ils pouvaient aller s'abreuver des connaissances de ce que les mecs rapportaient. C'est pour le moment un truc qui est assez tendance. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot, mais il y a beaucoup de trucs qui vont quand même vers le machine learning. Et pour ça, si vous voulez jouer, il y a des trucs libres qui existent, assez faciles. Franchement, ça vous prend 2-3 soirées, c'est assez accessible. Et c'est très amusant. Et puisque tu parles de logiciel libre, tu avais d'ailleurs fait référence avec le jeu de Mahjong, entre autres, dans notre série consacrée au logiciel libre. C'est l'occasion de signaler à tout le monde que on va reprendre cette série concernant le logiciel libre. On va en remettre en boîte très rapidement avec Xavier également, parce que ça a plu. Et donc, on aura certainement l'occasion de parler de ce genre de choses, puisque là, il y a moyen, comme tu le disais, de s'amuser pour pas cher, c'est-à-dire pour pas un bal, en gros, avec le logiciel libre. Oui. Et j'appelle tous nos auditeurs à chercher sur Google, le nom m'est revenu, c'est ConvNet.js, donc conv comme conversion net NET.js sur Google, et allez voir, en cherchant un petit peu sur le site, il y a une démonstration dans votre navigateur avec tous les essais que fait la machine pour arriver à passer, et vous voyez toutes les données et vous voyez le petit gars se promener sur votre écran. C'est assez drôle, voilà. Et avec ça, vous allez mieux comprendre comment ça se passe. Ok, ben voilà, on a découvert un truc de plus avec une actualité qui était assez grand public au départ, enfin en tout cas qui avait été diffusée dans la presse grand public, comme quoi, hein, des fois, ça rejoint aussi ce qu'on vous propose régulièrement ici. On va terminer cette lettre G avec Dropbox, qui lettre G comme Dropbox évidemment, qui dépasse les 500 millions sur le Play Store. Sur le Play Store, Google, oui, voilà, c'est ça qui est important. Bien sûr. Pour Dropbox. Et je le souligne parce que Dropbox, c'est des gars sympathiques, ma foi, même si pour le moment je trouve qu'ils ont une période qui est un petit peu compliquée. Peu d'évolution ces derniers temps. Peu d'évolution, beaucoup de concurrence, difficile sur le prix. Je trouve pour le moment, je ne miserai pas toute ma fortune sur Dropbox. Même si il y a quelques années c'était vraiment un truc exceptionnel, mais ça n'enlève pas du tout de qualité à l'application, hein, et pour preuve en est, ils ont passé la barre des 500 millions de téléchargements sur Android uniquement. Alors pourquoi c'est un super accomplissement? Parce que la plupart des autres apps, on les célèbre quand ils dépassent le milliard de téléchargements, mais le milliard de téléchargements, c'est assez facile quand on s'appelle Facebook, quand on s'appelle YouTube, quand on s'appelle Google, parce que ces applications sont préinstallées sur les téléphones de quasi tout le monde. Et donc, oui, évitablement, quand tu as un Facebook sur ton téléphone, une mise à jour, pouf, un téléchargement, une mise à jour, pouf, un téléchargement, même si tu n'as jamais installé Facebook, si tu l'as jamais lancé de ta vie. Donc, c'est facile c'est facile, c'est toujours un milliard, hein. Mais c'est plus facile pour ces applications que pour Dropbox. Dropbox est installé sur que dalle. Oh non, ça je suis pas sûr, parce que moi j'avais sur mon OnePlus, me semble-t-il, il était installé d'office. Si je me rappelle pas, non, je vois le marque qui dit non, mais... Non, pas sur OnePlus. Par contre, effectivement, il est installé sur certains téléphones Android. D'accord, ok. Donc c'est pas la majorité, soyons clairs. Hein. Donc voilà, c'est sûr. C'est pas si connu. Hein, voilà, c'est pas si connu. Donc voilà. Ok. Bravo Dropbox. Bravo Dropbox, et on espère que ils nous trouveront 2-3 petits trucs pour nous rassurer un peu, mais moi je l'utilise au quotidien. Dropbox, soyons clairs, ça fonctionne toujours, et donc voilà.
Je vais repasser la parole à Marc pour parler de Kodi. Kodi, on a déjà beaucoup parlé ici de cette application qui est quoi si on résume une fois de plus, parce qu'il faut toujours le répéter aussi. Un Media Center. Un Media Center en logiciel libre, une fois de plus. Kodi qui évolue plutôt pas mal et passe en version 16, c'est ça ? Ouais, version 16 avec 3 grandes nouveautés. La première, elle va faire extrêmement plaisir à Sébastien parce que je sais c'est quelque chose qui l'embêtait, c'est la gestion de l'appui long. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir utiliser des baies de télécommande et en faisant des appuis longs sur certains boutons, déclencher certaines fonctions. C'est quelque chose qui manque cruellement, notamment sur la Shield, dont nous sommes tous les deux propriétaires, et qui nous obligeait à recourir soit à une application tierce avec une commande comme Kodi Remote sur iPad ou simplement avec un petit clavier. Ben non. Là, avec la petite télécommande de la Shield, on va pouvoir, en faisant un appui long, avoir accès au menu contextuel. Ça a l'air tout con, mais franchement, ça va changer la vie. La deuxième chose, c'est que Kodi va abandonner officiellement Windows XP. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'ils vont changer le support de DirectX. Ils abandonnent la version 9, ils passent à la version 11. Qui ne tourne pas sous Windows XP, donc bye bye Windows XP, parce que cela va de pair avec l'amélioration du système de rendu vidéo qui nécessite donc les nouvelles librairies de Microsoft. Ça va notamment permettre d'avoir des nouvelles méthodes de transformation de vidéo pour le recadrage à l'échelle entre les sources 4/3 et les sources 16/9 sans déformer les vidéos, donc il y aura une interpolation un peu plus élaborée, je pense. Et alors, sous le capot, évidemment, il y a toute une série de modifications. Les deux principales concernent, elles, le fait que maintenant, le fichier de configuration principal, qui est un gros fichier XML monstrueux, va être scindé en deux. D'un côté, il y aura les paramètres du Media Center lui-même. De l'autre côté, il va y avoir tous les paramètres des skins, qui aujourd'hui étaient bundlé avec le fichier de base. Il faut savoir qu'une skin sous Kodi, c'est bien autre chose qu'un simple habillage visuel. Ça peut complètement changer du tout au tout le fonctionnement du système. On peut créer des nouvelles fonctionnalités, on peut intégrer des plugins, on peut faire... C'est pas que de l'ergonomie, quoi. Ça va au-delà de l'ergonomie. C'est beaucoup plus que de l'ergonomie. C'est vraiment le cœur du système modulaire du logiciel. Ça va aussi permettre à toutes les extensions de pouvoir gérer elles-mêmes leur système de mise à jour. Auparavant, on avait un setting global qui disait tu mets les extensions à jour ou pas. Là, chaque extension pourra, indépendamment des autres, se mettre à jour. Si elle est liée à d'autres dépendances, faire gaffe qu'elle ne se mette pas à jour pour pas foutre les dépendances par terre, ce qui arrivait parfois quand on faisait des mises à jour à la brute, qui était assez casse-pied d'ailleurs. Et alors, finalement, il va également y avoir... ils vont supprimer une librairie qui avait... hélas, fait parler d'elle, qui est Lipstagefried, qui avait été sujette à une importante faille de sécurité. Donc, ils ont redéveloppé leur propre lib pour justement bétonner un petit peu l'aspect sécurité du truc. Voilà. Donc une belle évolution donc en cette version 16. Sébastien, un truc à rajouter. Tu peux prendre la parole. Je voudrais juste modérer la joie de Marc pour Kodi 16, parce que Kodi 16 est juste passé en release candidate, il n'est pas encore en finale. Donc il était en bêta depuis Perfect. Ça veut dire pas encore finalisé. Et donc, pour tous les gens comme toi et moi qui utilisons la Shield, ma version de Kodi vient du Play Store en direct parce que j'ai pas envie de me casser la tête, installer un APK, d'aller changer les options et tout le bazar. Et là, elle sera toujours en 15.2 jusqu'à ce qu'elle soit probablement finale. Donc il faudra encore un peu de patience. Donc un tout petit peu de patience. Rappelons que Kodi, c'est quoi ? C'est la box TV, on va dire, appeler ça comme ça de manière très générique, la plus répandue au monde, ou je me trompe complètement ? Parce qu'on a parlé de l'Apple... probablement. La Shield, tu veux dire ? Oui, enfin, non, je parle du programme Kodi en tant que tel, qui équipe, qui tous les trucs chinois. Voilà, qui équipe tous les trucs chinois. C'est le Media Center de référence, effectivement. C'est le Media Center de référence. C'est un truc qui est né à l'origine sur Xbox. Sur Xbox, d'ailleurs, à l'origine, Kodi s'appelait Xbox Media Center. Ouais. Petite bidouille qui permettait de simplement jouer des fichiers vidéo, transformer sa Xbox en Media Center, et ça a évolué au point que c'est vraiment devenu le truc de référence qui existe sur toutes les plateformes. Ça tourne sur un Raspberry, on en parlait tantôt. Oui. Ça existe sous forme de distribution Linux indépendante, ça existe sous tout ce que vous pouvez imaginer, ça existe même sur iOS. Il faut le rentrer au chausse-pied, mais on arrive. Oui. Ça tourne parfaitement sur un téléphone.
Aussi, parfaitement là-dessus, mais parfaitement. Parfaitement. Ça gère absolument toutes les technologies possibles et imaginables. Ça gère la 3D, ça gère le HEVC 265. Donc les derniers contenus en 4K passent très bien. Sur les dernières versions, ça supporte une foule d'extensions qui vous permettent par exemple d'avoir la télé sans passer par un tuner télé. On a un truc comme Atlas Web que Seb m'a fait découvrir il n'y a pas tellement longtemps qui permet d'avoir la qualité. Donc, c'est génial ce truc. C'est dommage que ce truc soit pas payant parce qu'ils ont quand même 2 très bons vendeurs. Enfin bref, voilà, on aura certainement l'occasion de reparler de Kodi. Et là, j'ai un truc à rajouter là-dessus. Il y a aussi un repository, parce que c'est bien un Kodi, c'est un bloc de base sur lequel il y a plein de petits add-ons que tu peux installer pour effectivement, comme il dit, aller voir l'un ou l'autre stream de télé plus ou moins légal, ça dépend des trucs. Mais il y en a énormément en légal. Et donc, il y a un deuxième repository, qui est le super repository, sur lequel vous allez trouver des milliers et des milliers d'extensions, dont certaines, c'est des scrappers pour aller chercher des vidéos sur des sites plus ou moins adultes, comme Jackie, d'autres qui vont aller chercher chez Michel, et puis d'autres. Et tu vas vraiment avoir pour tous les goûts, quoi. D'accord. Super. Donc, et là, il y a vraiment de quoi t'amuser et de passer de très longues soirées. Je dis pas sur le site de l'autre, mais dans les add-ons et de trouver ce que tu veux. Mon père, par exemple, j'ai terminé là-dessus, lui, il va chercher plein de chaînes étrangères pour lesquelles il n'aurait pas accès, mais qui sont en streaming facilement sur son Kodi en espagnol, quoi. Est-ce qu'il y a des applications qui fonctionnent dans Kodi ou oui, il y a plein de trucs. Bon, il va falloir nous écrire une application les technos alors. Et voilà, comment faire pour passer à la lettre suivante? La lettre La lettre M, comme Microsoft. Ah bah oui, que voulez-vous. Microsoft qui lorgne du côté de Flipboard avec News Pro. Flipboard, c'est, rappelons-le, cette application qui permet d'agréger différents flux d'informations, différents sites, etc. et ses propres sources d'informations également, Marc. Oui, c'est un agrégateur RSS en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais avec un très très beau packaging autour. Exact. Et en fait, suivant. En gros, non, ça c'était Flipboard. Non, News Pro, en fait, c'est une production de Microsoft Garage. Microsoft Garage, c'est un peu l'équivalent chez Microsoft des Google Labs. C'est une bande de gars qui développent des trucs un peu expérimentaux. Et en fait, ils ont décidé de mettre en place quelque chose pour concurrencer Flipboard, pour concurrencer Pulse également, le truc qui avait été racheté par LinkedIn, pour concurrencer le News de iOS, qui maintenant est intégré dans iOS 9 et qui fait de l'agrégation de news aussi. Et en fait, c'est une application qui va permettre de suivre de l'actualité sur smartphone en référant comme base que c'est vos comptes sociaux, Facebook, Twitter, etc., et LinkedIn, qui vont déterminer la nature des informations qui vont être agrégées pour vous. Donc, grosso modo, ça se base sur une couche commune qui est Bing News, donc l'équivalent de Google News à la sauce Microsoft, et ça va utiliser tout ce que ça peut trouver sur vos comptes Facebook, sur vos comptes LinkedIn, sur vos comptes Twitter, etc., pour créer votre propre catalogue de news, et vous le proposez dans une petite application qui, pour l'instant, est disponible uniquement en Angleterre, aux États-Unis, sur iOS. Il n'y a pas encore d'application Android qui existe. Donc, il y a moyen de s'inscrire pour une bêta. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que Flipboard, très franchement, me suffit plus que largement. Maintenant, bon, voilà. Au niveau interface, apparemment, d'après les vidéos, ça ressemble plus à un truc comme Feedly, plus qu'à Flipboard. Ouais. Par contre, il faut d'office le dire, à l'heure actuelle, le truc, vu le peu de sources qui vont être utilisées, à savoir principalement LinkedIn et Facebook, le truc ne sera utile que pour les gens qui sont très actifs sur les deux. Sinon, vous allez vous retrouver avec avec une liste de trucs par défaut qui sera vite digérée. Voilà. Est-ce qu'ils vont développer maintenant un système qui permet d'ajouter ses propres points supplémentaires? Est-ce qu'ils vont en faire également un vrai agrégateur RSS? De ce côté-là, bon, il y a des applications qui existent. Disons que l'annonce a le mérite d'exister, mais que le produit, dans l'état actuel, va pas révolutionner les choses. Est-ce qu'il y a, comme dans Flipboard, la possibilité de partage Twitter, like Facebook et des choses comme ça? C'est intégré ou pas? Je sais pas, je l'ai pas testé, je vais te dire. D'accord, ok. Donc, quand elle sera disponible, on s'empressera de la télécharger, de voir ce qu'il y a dans le ventre. Mais pour l'instant, elle est uniquement dispo en bêta et je me suis pas inscrit pour
Écoutez, si chez vous, chez vous, auditeurs, vous avez l'occasion de tester cette application, n'hésitez pas à nous en faire part. Et on en reparlera, bien entendu, dès qu'on aura pu, nous aussi, la tester. Mais bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Et passer par une bêta, c'est pas toujours... Bon, voilà, il faut du temps, quoi. On passe à la lettre S comme social. On va accélérer un tout petit peu parce qu'on est un petit peu long, cette fois-ci, sur ce numéro 65, mais c'est pas grave. S comme social, et on va reparler de Facebook et de son action qui grimpe, Seb. On se demande bien pourquoi. Youpi. Bien, ils grimpent, et c'est une super petite news. Ils grimpent parce qu'ils font plein de pépettes. Oui. Et ils ont dépassé très largement les expectations. Merde, comment est-ce qu'on va dire ça en français? Les espérances. Les espérances. Il est fatigué, notre Seb. Les espérances de revenus, ils l'ont explosé. Ils sont à 5,8 milliards sur le dernier trimestre 2015. Et donc Wall Street est très content, ils ont monté de 14% sur la journée leur cours, ce qui est quand même pas mal, 14% sur la journée. Ah, je les veux bien, oui. Voilà quoi. Moi, ce qui est... parce que les chiffres, c'est une chose. Ce que je trouvais assez intéressant dans la news, ce qui m'a fait la ressortir, c'est que quand on regarde dans leurs revenus, sur le trimestre, 80% de leurs revenus viennent de la publicité sur mobile. Mm-hmm. Voilà, alors que pour le moment je pense qu'on est à moite-moite au niveau des utilisateurs mobiles desktop, c'est 80% de leur pognon, même si c'est un peu plus. Non, c'est beaucoup plus, c'est 80% d'utilisateurs mobiles de Facebook. Eh bien, on regardera le chiffre pour la prochaine fois. Oh, je peux te le dire. C'est énorme, la consommation. Et il y a un autre chiffre qui est paru cette semaine également, qui dit que je pense que c'est plus de 80% des gens vont au moins une fois sur l'application pendant la journée, même s'ils sont plutôt usagers de la version web, enfin la version desktop, ils passeront de toute façon au moins un moment sur l'appli. Donc, l'énorme avantage de la version mobile pour Facebook, c'est que c'est pas aussi facile de saquer la pub dans une application que ça ne l'est dans ton navigateur. Oui, exactement. Forcément. Oui, c'est une explication aussi. Forcément. Mais clairement, Facebook, c'est mobile first. Voilà. C'est connu. Hein, mais bon. Mais pas que sur... tu sais. Allez, on repasse la parole à Marc pour parler de VPN, SmartFix, l'anti-VPN proxy pour Netflix. On en avait déjà touché un mot, mais c'est vrai que c'est vraiment dans l'actualité. On l'a vu sur informaticien.be d'ailleurs. Ce sont en général les posts les plus commentés. Donc il y a un véritable intérêt pour ce genre de news, Marc. Oui, en fait, le type qui est à l'origine de cette application, qui s'appelle donc SmartFlix, on vous mettra le lien, s'est dit que plutôt que de commencer à développer des systèmes de VPN pour permettre de contrer le blocage géographique que Netflix a mis en place, pourquoi ne pas simplement le faire de manière plus fine en le faisant autour de votre propre compte Netflix. Et donc en fait, le monsieur s'est simplement basé sur les API qui sont disponibles, on rappelle, API SDK, Software Development Kit, tout ça, qui sont disponibles pour intégrer notamment Netflix dans des interfaces comme l'Apple TV, comme la Shield, comme machin, tout ça, voilà, pour utiliser donc cette API pour faire une authentification avec votre compte. Donc, utiliser SmartFlix implique d'avoir votre propre compte Netflix. Donc, vous devez avoir payé, mis vos petites pépettes dans le système, vous devez avoir un compte Netflix valide. Et donc, le système va en fait consister en une application. Alors, pour l'instant, OS X, Windows, prévu peut-être sur iOS, jailbreaké probablement, Android, bon, ça va probablement arriver un de ces jours. Et en fait, l'application bundle, donc une gestion de compte Netflix et des VPN qui vont être déclenchés au cas par cas. L'avantage, c'est que le système vous permet d'avoir l'intégralité du contenu Netflix, tout. Vous avez tout. Vous avez débridé totalement le truc. Vous avez envie de voir ce qu'on peut regarder avec Netflix en Inde, vous l'avez. Au Canada, vous l'avez. En Angleterre, vous l'avez. Aux Bahamas, vous l'avez. Vous avez tout. Et selon le contenu que vous allez vouloir voir, c'est tel ou tel VPN qui va être activé. Tout restant totalement légal, vu qu'à la base, c'est votre propre compte Netflix qui sert à l'authentification. Il va choisir le VPN qui va bien, un petit peu comme on le ferait en peer-to-peer, aller chercher l'information là où le client le plus proche, le plus disponible, etc. Exact. Alors, c'est redoutablement efficace, c'est très pratique. L'auteur met en avant évidemment le côté légal, même s'il se défend sur son site que, voilà, il encourage pas trop ce genre de pratique, blablabla, c'est le petit blabla légal habituel. N'empêche que,
actuellement, on ne voit pas trop comment Netflix pourrait bloquer ce genre de choses, dans la mesure où ce n'est pas un VPN qui devrait bloquer, mais toute une série. Oui. Et surtout, ici, le système fonctionne de telle manière que si un VPN tombe, il y a qu'à en mettre un autre derrière, et puis on est de nouveau... Oui, c'est ça, oui. Et que chacun pourrait devenir le VPN de l'autre, en quelque sorte. Voilà. Si Par contre, la seule chose qu'on pourrait peut-être soulever comme problème, c'est que ça implique, au moment où vous lancez l'application pour la première fois, de rentrer vos coordonnées Netflix. Mm-hmm. Il y a toujours un risque que ce truc soit intercepté à un moment ou un autre par l'application hôte, parce que bon, quelque part, vous avez accès à un browser dans l'application qui va arriver sur la page de connexion Netflix, vous allez rentrer comme si vous étiez avec Chrome ou quoi. Il y a toujours une possibilité infinitésimale, mais il existe toujours que derrière, il y a un petit bout de code qui va aller capturer vos identifiants pour les réutiliser ailleurs. Voilà, donc... Tout ça me rappelle furieusement la belle époque des décodeurs Canal+. Mais en fait, grosso modo, c'est ça. C'est le système de card sharing qu'on avait avec les Dreambox. Oui. Sauf qu'ici, c'est appliqué à du 100% numérique. Oui, tout à fait. Et ça marche pas mal. Est-ce qu'il reste, une fois qu'on est passé par ces différents VPN, est-ce qu'il reste suffisamment de bandes passantes pour faire passer quand même l'essentiel, c'est-à-dire la vidéo? Alors, je n'ai pas testé en 4K, mais en Full HD, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Bonne question, bonne réponse et une réaction de Seb. Oui, une mini, parce que je ne connais pas Smart. Oui, bravo. Vas-y. Je n'ai jamais essayé, j'ai pas de compte Netflix, donc je ne pourrais pas vous dire. Ouais. Juste une petite remarque sur le site. Attention, pour le moment en bêta, c'est gratuit. Une fois que ce sera sorti de la bêta, le monsieur, il fera payer son accès à Smartflix. Ah oui. Et on sait combien ou... $8. D'accord, ok. Donc c'est quand même... une fois. Ah oui. Mais... oui. Enfin, ça va, voilà. Quoi. C'est pour avoir accès à l'ensemble du catalogue. Voilà. Bon, allez, on va coucher le petit, parce que là, il est... Sébastien qui commence vraiment à péter les plombs. On va terminer ce 65e épisode avec la lettre W. Ah bah oui, il n'y en avait pas la semaine dernière, il n'y en a que à bon escient. Vous avez remarqué, la lettre W, c'est le fameux What the fuck que nos amis aiment particulièrement bien. Et pour ça, je vais passer la parole à Marc. Je pourrais te faire une bande-annonce. Même pas, parce que c'est trop improbable. Oui, rien que le nom déjà, ça enfin, voilà, improbable. Mais vas-y. On va vous parler du Spermbot. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas le son, je vous mets l'image. Alors, ce n'est pas la bande-annonce du dernier blockbuster que Hollywood nous aurait sorti. C'est un truc tout à fait sérieux qui, en fait, a été créé par plusieurs équipes médicales, notamment l'Institut des nanosciences intégratives de Dresde, en Allemagne, pour résoudre des problèmes de fertilité et de procréation. Et le bidule, c'est quoi? Ces gars sont partis du principe que si vous avez des problèmes de fertilité, c'est que généralement, du côté du monsieur, les spermatozoïdes ont des problèmes de mobilité. Et donc, pour pallier à ça, ils ont constitué un espèce de micro-robot à l'échelle minuscule. Micro-robot fait en alliage polymère et ensuite recouvert d'une couche de nickel et de titane, ce qui permet à distance de les activer et de les manipuler par champ magnétique. Et ces petits robots vont aller s'enrouler, comme vous le voyez à l'image si vous nous regardez en vidéo, autour de vos spermatozoïdes et les diriger pour qu'ils puissent aller jusque l'ovule. Donc en fait, vous allez pouvoir jouer à Iron Man avec vos bouboules. C'est génial. Non, mais c'est absolument génial parce que là, c'est des nanotechnologies au service de la fertilité. Mais quand on voit le bidule fonctionner, alors je ne sais pas si il le fait souffrir quand même. Oui, c'est ça. Donc c'est une espèce. C'est une espèce pour être tout à fait clair et pour que tout le monde comprenne bien. C'est une espèce de vrille, on va dire ça comme ça, qui vient s'enrouler le long du flagelle du spermato. Alors Marcel attaque et puis ça le propulse. En fait, ça l'aide un petit peu. C'est un petit coup de. Ça le dirige. Vers l'ovule. Alors je ne sais pas si c'est une vraie vue microscopique que tu nous as livrée ou si c'est une... C'est une vue laboratoire. Ah oui. Pas une vue 3D, est-ce que le spermatozoïde souffre? Il faut lui demander 9 mois plus tard, ça, par contre. Les images qu'on a vues sont des véritables vues de laboratoire. Donc, le prototype existe effectivement. Ça fonctionne. Par contre, pour l'instant, le truc n'est pas encore commercialisé. Il y aura encore une longue route avant la technique soit
testé chez l'homme. Pour l'instant, ça a uniquement été testé in vitro. Et donc, pour répondre à Sébastien, il faudra surtout s'assurer que le SpermBot, le petit bidule donc, puisse prouver que sur le long terme, il est sans danger pour le spermatozoïde. Oui, voilà. C'est ça. Et en plus, à terme, diriger le bidule sera plus compliqué dans un monsieur que dans une boîte de pétri. C'est surtout dans la madame qu'il faut le manipuler. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est livré avec une manette Bluetooth pour le diriger? Oui, mais est-ce que ça a des ondes? Oui, voilà, est-ce que c'est compatible Android, tu vois Est-ce qu'il y a une app pour ça? BLE peut-être. Voilà. Chérie, attends, celui-là il a l'air bien. Non. Celui-là il te plaît bien? Allez, on va le prendre. Non, mais c'est génial. En tout cas, c'est un très très beau, une très belle W de la semaine. On va dire ça comme ça, parce que c'est impressionnant. Si vous n'avez pas les images, si vous n'avez pas encore jamais regardé les technos en vidéo, je vous invite à aller. C'est à la fin, hein, donc je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, à aller regarder ça, et c'est vraiment impressionnant. Les SpermBot, j'avais jamais vu un truc pareil, mais c'est quand on parle de nanotechnologie, on essaie toujours de s'imaginer comment ça peut fonctionner, etc. Là, c'est un bel exemple pratique. Tu penses à quel smiley, des 6 smileys de Facebook pour ton explication? Je ne sais pas. Quand j'ai juste dit à mon fils que j'allais parler d'une armure robot pour spermatozoïdes ce soir, il m'a regardé avec un drôle d'air quand même. Oui, j'imagine. Voilà. C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir, mon jeune garçon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question pour cette semaine, en tout cas, en ce qui concerne l'actualité technologique qui intéressait nos petits camarades, Sébastien et Marc. Peut-être que vous en avez une autre, vous avez découvert d'autres trucs. N'hésitez pas à le partager avec nous via notre site, via informaticien.be ou encore via notre chaîne YouTube, en commentaire. Vous êtes toujours les bienvenus, il n'y a aucun souci. On se retrouve très prochainement. Merci Marc, à la semaine prochaine. Merci également à Sébastien qui va se reposer maintenant. Il est fatigué, hein, il est tout pâle en plus. À très bientôt. Au revoir.